Donc, je suis donc Jean-Marc Barret, je suis commissaire aux comptes, expert comptable et un des dirigeants donc, du cabinet Acora. Et je suis accompagné de Maurice, que vous devez voir à l'écran, Maurice Mandoche, qui travaille avec nous dans l'équipe audit principalement, avec un rôle de senior audit. Acora en deux mots, et pour expliquer pourquoi nous parlons aujourd'hui, nous sommes un cabinet qui existe depuis 35 ans sur l'expertise comptable, l'audit, la gestion de la paye, le juridique, etc. Tous les métiers un petit peu habituels de notre secteur d'activité. Nous sommes 250 collaborateurs sur une grosse trentaine de bureaux, Rhône-Alpes, Bourgogne et région parisienne. Nous sommes partenaires de Medicine depuis quelques années maintenant. Donc sur ces thématiques, on va dire comptable, financière, fiscale, audit, gestion de la paye, etc. Et nous animons donc de temps à autre, en lien avec les équipes de Medicine, voilà, certains supports euh, lors de soit du Medicine Day, soit sur des points thématiques qui nous concernent. Dans le passé, nous avions fait des présentations sur, je me souviens, sur la valorisation des actifs immatériels, par exemple. Euh, également sur la trésorerie, il y a 2 ans, on avait déjà fait un petit point sur des éléments de trésorerie il y a 2 ans aussi. Voilà. Bon. Donc, euh, en discutant avec les équipes de Médicène, on a pensé que le sujet de la présentation des éléments de trésorerie et de la maîtrise de la gestion de sa trésorerie en interne étaient des sujets d'actualité. Alors, pour deux raisons. La première, qui est celle du thème principal d'aujourd'hui, évidemment dans le cadre des levées de fonds, puisque ça, bien entendu, c'est une problématique récurrente. Et on avait également évoqué avec Adrien que une bonne partie des principes et des sujets qui vont être abordés après sont valables aussi, et malheureusement, dans un contexte qui nous est un petit peu plus actuel, de difficultés des entreprises. Il faut le citer, aujourd'hui, on est quand même dans une période un petit peu compliquée de ce point de vue-là. Donc, la gestion de la trésorerie, évidemment, prend également parfois, malheureusement, un petit peu d'acuité dans ces périodes-là. Donc, les principes généraux qui vont suivre sont aussi applicables dans ces situations, malheureusement, un petit peu plus de difficultés. Euh, voilà, ça c'est le cadre général. On peut passer à la slide suivante, Adrien. Merci. Et notre constat pour participer depuis quelques années aux actions Médicène a souvent été le suivant, c'est que la gestion des problématiques de trésorerie, alors bien souvent au démarrage, à l'initiation des projets, mais aussi au cours des premières phases du projet, cette problématique est souvent mal traitée ou insuffisamment traitée dans les documents financiers qui accompagnent les dossiers de présentation pour les levées de fonds. Et bien souvent, malheureusement, on se retrouve à du coup intervenir un petit peu en pompier ou un peu tardivement, lorsqu'on est un peu au pied du mur ou qu'on est un petit peu challengé par les lecteurs extérieurs, pour pas dire, encore une fois, que ça intervient dans des contextes un peu de difficultés financières dans l'entreprise, ou lorsqu'il faut se bagarrer un petit peu avec les investisseurs sur la définition des besoins. Bon. Ça, c'est un constat qui est vraiment qui est pratico-pratique. Et je pense, j'espère en tout cas partagé par un certain nombre d'entre vous. Les particularités de votre secteur en général, même si c'est valable également pour l'ensemble du secteur des startups notamment, mais quand même principalement dans vos activités, c'est qu'on a des cycles de développement qui sont longs, voire très longs, en fonction des étapes à passer dans les projets médicaux. On a des décalages importants, évidemment, entre la génération des revenus et l'engagement des dépenses. Et on a également un facteur de difficulté de lisibilité qui tient aux écarts parfois importants entre une lecture un petit peu comptable des états financiers et la transcription financière de ces mêmes flux. Et particulièrement dans vos métiers, ben voilà, on a des modes de comptabilisation des actifs entre j'active, je mets à l'actif de mon bilan ou ça passe en charge en dépenses. On a du coup des poids d'amortissement comptable qui sont très importants. On a des subventions et des aides financières extérieures diverses et variées qui sont importantes, qui elles aussi peuvent avoir des modes de comptabilisation qui aident pas forcément
à la lecture dans les comptes. Quand je parle d'ingénierie financière des dettes, c'est ce qu'évoquait Adrien, c'est-à-dire que l'étagement des différentes sources de financement externe possibles parfois rend compliqué la lecture et en termes d'incidence de trésorerie, quand j'ai des OC, c'est convertible, c'est pas convertible, quand, comment, il y a des tranches, etc. On a une vraie ingénierie de la financière dans vos activités. Bon. Et tout ça nous amène à se dire qu'il y a quand même deux indicateurs un petit peu clés à suivre, qui sont le cash burn, évidemment, combien je consomme et pendant combien de temps, avec le runway, pardon pour les termes un petit peu anglicisés à chaque fois, mais ça, c'est comme ça. Et puis un petit graphique simplement pour illustrer que le temps que les revenus en vert se croisent avec les dépenses en rouge, ben, on a un peu de temps à passer et que, entre-temps, il faut financer notre besoin de financement. Ça, c'est le constat de départ un petit peu général. Suivant Adrien, merci. Alors, qu'est-ce que c'est de maîtriser sa trésorerie? Pour nous, ça passe par, on va dire, trois étapes ou trois points importants. La maîtrise de sa trésorerie, c'est évidemment, dans un premier temps, de comprendre quelles en sont les composantes. Donc, dans les composantes principales qu'on a listées, on a un EBITDA qui est un indicateur normalement qu'on lit à peu près en lecture directe dans un bilan comptable, dans des états financiers. On a des frais financiers qui sont forcément généralement importants compte tenu des endettements qu'on va chercher. On capitalise des dépenses, donc on passe à l'actif en immobilisation un certain nombre de dépenses, mais pas forcément toutes. On a des remboursements de dettes qui sont par définition aussi dans nos plans comptables généraux qui ne sont pas dans le compte de résultat, les remboursements de dette. C'est du bilan, c'est du capital. Donc ça, il faut savoir comment faire la jonction entre un compte de résultat, revenus, dépenses et du remboursement de dette. On a toute une grande famille qui vont concerner généralement dette, subventions, crédits d'impôt, etc., où là aussi on a des modalités de paiement diverses et variées, des délais dans le temps importants et une traduction comptable qui est différente. Il faut qu'on maîtrise nos échéanciers de dette d'exploitation, fournisseurs sociaux fiscaux. Donc déjà, il est important de vous familiariser ou de vous faire expliquer et donc de maîtriser pour la suite déjà la définition et la composante de ces grandes rubriques. Alors, ça peut paraître évident pour certains, pas de problème, tant mieux, mais d'expérience aussi pour participer à l'ensemble des échanges médicins, c'est pas toujours le cas. En conséquence, il ne faut pas sous-estimer, pour pas dire donner une importance particulière, l'organisation des process de finance en amont de tout ça, pour essayer de se garantir en aval la fiabilité, c'est-à-dire l'exhaustivité et la régularité de tout ce qu'on va faire passer, dans les flux entrants et sortants de trésorerie. Ce qui rentre, ce qui sort, il faut absolument qu'on maîtrise les deux bouts du tuyau. La facturation client, là aussi, ça paraît une évidence pour beaucoup, mais je vous assure que dans beaucoup de cas, c'est une source de problème parce que, on est mal organisé. Donc, on est en retard, on n'est pas exhaustif, on a des problèmes de montant, égal, on galère pour l'encaissement, pour les encaissements. Et de l'autre côté également, ne pas sous-estimer l'organisation de la gestion de la relation fournisseur qui, quand même, les fournisseurs sont quand même des partenaires importants de l'entreprise. Il est important de maîtriser la relation en plus de la gestion du flux financier en termes de gestion des délais, de paiement, etc. Les fournisseurs sont quand même, quand on a besoin d'eux, il faut savoir aller les chercher, donc il faut gérer l'amont. Donc, ne pas sous-estimer l'organisation de tous ces process. Le cash burn, bon, comment dire, la notion est comprise de tout le monde et maîtrisée généralement par tout le monde, mais encore faut-il savoir la calculer correctement. Et donc, il faut absolument maîtriser son calcul et le faire vivre. Et le runway, ben, c'est effectivement la durée pendant laquelle euh, je, je sais calculer ma consommation de cash, mon cash burn. Et dernier point sur lequel on se permet d'insister aussi, parce que ça nous revient régulièrement, en plus de tout ça, il faut bien penser à l'importance vraiment, vraiment, vraiment forte de la communication financière avec les interlocuteurs, que ce soit le banquier pour le quotidien ou les investisseurs, bailleurs de fonds à différents niveaux. Il faut communiquer. Le banquier, la chose qui craint le plus, c'est l'incertitude, le manque de visibilité. Si les chiffres sont pas très bons ou si on a des craintes pour la suite, c'est pas grave, c'est le quotidien, ils savent faire.
Ils savent faire. Le pire, c'est l'incertitude. On a aujourd'hui, nous, beaucoup de dossiers dans tous les domaines où les difficultés sont ce qu'elles sont d'un point de vue économique, mais elles sont largement aggravées par une mauvaise communication. Le banquier, si on communique avec lui, qu'on lui explique, il saura faire et on saura trouver des réponses. Donc, il faut bien maîtriser toute cette boucle. Et évidemment, si on veut communiquer correctement avec lui, il faut qu'en amont, on soit fort sur ce qu'on a à dire et sur ce qu'on a à montrer. D'où l'importance, j'insiste, sur l'organisation des process et la maîtrise des définitions d'indicateurs. Suivant. Je passe la parole à Maurice pour la suite. Alors après avoir parlé donc des fondamentaux pour maîtriser sa trésorerie, on va parler un petit peu de l'anticipation de ses besoins via la cartographie de ses flux. Voilà. Parce qu'en fait, avant de piloter sa stratégie, il faut tracer ses flux. Une trésorerie bien gérée, ça commence notamment par une bonne cartographie des flux. C'est une photographie simple, mais qui est vraiment voilà, essentielle, qui permet de comprendre justement où va le cash et d'où il vient. Donc généralement, spécifiquement à vos secteurs, on distingue plutôt 4 catégories de flux. Donc premièrement, donc on a les flux opérationnels. Donc voilà, ça va être vos OPEX classiques, vos salaires, les loyers, vos abonnements ou différents frais de structure. Ensuite, donc plus spécifiquement à votre secteur, on aura les flux liés à la R&D. Donc typiquement, ce sont les plus consommateurs de liquidités dans votre secteur. Donc on voit sur le graphique, ça peut être modulé évidemment à la hausse ou à la baisse. Dans ces catégories de dépenses, on aura notamment donc, les honoraires de CRO, les achats de réactifs, de consommables, les biobanques, l'externalisation préclinique, etc., etc. Les investissements, les CAPEX, plateformes, équipements de labo, ERP, etc. Et enfin, donc, les flux de financement, donc les apports en capital, série A, série B, C, des subventions, ça peut être aussi des avances remboursables, du CIR, C2I, PIA ou autres prêts innovation. Alors, l'erreur fréquente par rapport à ça, justement, c'est de se projeter sur une base d'engagement, d'espoir, disons, plutôt que d'encaissement réel. Par exemple, une subvention validée, mais qui est versée en 3 tranches, bah, doit être intégrée avec prudence, selon un calendrier d'encaissement qui a été prévu justement bah, en avance. Point de vigilance aussi, puisque cette cartographie doit être actualisée chaque mois, idéalement en horizon glissant sur 12 mois. Ça permet vraiment de détecter les tensions de cash, d'optimiser les fenêtres de levée, de caler les milestones sur un plan de financement qui soit cohérent, qui soit en adéquation avec les master agreements ou les work orders que vous aurez signés. Voilà. Et on avait glissé un petit bout de graphique là en bas à droite sur simplement, alors qui pour être très honnête doit avoir quelques années maintenant, hein, ce graphique, mais je pense que à mon avis le constat est le même, c'est que c'est une observation statistique sur la très honnête des startups selon l'âge, donc de 1 à 8 ans. Bon, ben, le zéro, c'est la ligne tout en haut. Donc autant dire que évidemment, la majorité continue d'être dans le négatif et de consommer surtout parce que la pente des courbes est descendante. Donc la bleue, c'est le premier quartile. Donc ça commence à faire quand même une catégorie de la population. La jaune, c'est la médiane. Donc on peut par définition considérer que c'est un peu le comportement moyen. Donc ça illustre bien que le sujet est quand même très significatif et surtout qui dure dans le temps avec une pente si on ne s'en occupe pas. Donc c'est simplement pour illustrer de façon statistique que c'est la réalité. Parfait. Alors, avec notamment un petit focus sur un terme, alors que probablement tout le monde a déjà entendu dans son parcours, alors c'est un peu éculé comme terme, hein, je vous l'accorde bien volontiers, mais c'est un peu la vallée de la mort, c'est que on a vraiment un moment dans la phase de développement qui correspond un peu à la phase en théorie d'accélération, où il y a un petit peu du on-off, c'est que si on n'arrive pas à passer le creux qui intervient au bout des deux, trois premières étapes, eh ben, on va mourir.
Donc, la gestion de la trésor jusqu'à cette étape où on consomme, il faut l'assumer, mais il faut le maîtriser, c'est là que ça va se jouer. Donc, si on veut sortir de la vallée de la mort et retrouver de l'eau pour la suite, il faut s'en occuper vraiment fortement et anticiper tous les besoins, sachant que par définition, on sera dans une phase où on va avoir des besoins importants. Parce qu'on aura forcément une poursuite des investissements parce qu'on aura validé les premières phases, donc il faut continuer à investir. En parallèle de ça, forcément qu'on augmente tout ce qui est OPEX, puisqu'il faut se staffer. Ça, c'est un sujet très important sur lequel je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu justement avec Medicine sur notamment toute la partie RH pour bien sensibiliser tout le monde aux besoins de staff dans dans différents métiers, dans différentes ressources. Donc, on est dans la phase de danger le plus élevé du projet. Donc, d'où l'importance d'avoir bien anticipé toutes ces problématiques de trésorerie, d'avoir les outils en place, avec un petit focus sur la notion de BFR d'exploitation qui, normalement, à ce moment-là du projet, commence à prendre du sens. C'est-à-dire que dans les premières phases, on peut considérer que le BFR, on va moins être concerné parce qu'on n'a pas de stock, on n'a pas trop de créances dehors. Et puis à l'inverse, on a peut-être un peu de dette parce que on a du personnel, donc on a du crédit social fiscal et on a un peu de dette fournisseur. Par contre, ce qui est attendu, c'est qu'on commence à faire de l'activité, donc on commence à faire du stock et qu'on commence à vendre, donc à avoir de l'argent dehors. Et là, le croisement de BFR, il peut faire vite très mal en termes de financement. Donc si on s'y est pas préparé, qu'on n'a pas anticipé les montants et surtout qu'on n'a pas anticipé les solutions de financement à mettre en face, qui sont par définition différentes des solutions de financement des premières étapes où on est vraiment sur de l'investissement, fonds de roulement, haut de bilan, dette mezzanine, etc. Là, on va se tromper et on va pas aller chercher les bonnes ressources au bon endroit. Donc là, on peut mourir non pas par un échec du projet, mais par un échec de la politique de financement mise en place. Donc c'est vraiment important de le citer à ce moment-là. C'est ça qu'on l'a mis là. C'est au suivant. Prévisionnel, c'est Alors, un petit focus sur justement le prévisionnel de trésor. L'idée clé, c'est vraiment un outil de pilotage. C'est pas un livrable à produire, voilà, pour cocher une case, mais un vrai outil d'aide à la décision. Dans justement, enfin, nous, de notre point de vue en interne, c'est que d'ailleurs, dans nos audits, on l'utilise pour tester la continuité d'exploitation, donc qu'on appelle le going concern. Peut-être que vous avez déjà entendu le terme. C'est un indicateur de robustesse. Ça permet de projeter l'entreprise, d'anticiper les tensions, de prendre des décisions avec clarté. Et comme je le disais, il doit être glissant. Donc on le met à jour chaque mois pour avoir une visibilité à 12 mois. Et, euh, et on dit toujours qu'un bon prévisionnel, bah, il prédit pas l'avenir, il prépare justement à tous les scénarios. Et donc ensuite, il faut y intégrer les encaissements donc attendus en tenant compte de leur timing réel. Si souvent ils sont échelonnés, par exemple une levée de fonds en cours, un CIR en instruction, une tranche BPI conditionnée. Donc tous ces schémas-là qui sont à modéliser avec prudence. Et par rapport à ces scénarios, justement, on recommande d'en construire plusieurs. Donc, un central qui soit basé donc, sur des hypothèses réalistes, qui soient les plus probables. Un prudent avec des retards de financement, un décalage d'essais cliniques, par exemple. Et un stressé où là, bon, c'est carrément absence de financement, des surcoûts, la perte d'un partenaire aussi, par exemple. Ça permet vraiment aux dirigeants d'avoir des plans de contingence et d'éviter justement les effets de surprise. Et enfin, en health tech, donc les flux financiers, ils sont souvent déclenchés par des jalons précis, donc les milestones. Par exemple, le début d'un essai clinique, first in human, un marquage réglementaire ou par exemple la validation d'un prototype. Donc, ce prévisionnel, il doit vraiment intégrer ces milestones parce qu'il conditionne les octrois de fonds, work order, change order à l'appui. Et sans cet alignement, justement, le plan de trésor, il va perdre en crédibilité. C'est cet alignement avec ces jalons qui est également à mettre en lien avec aussi bah, la valorisation des actifs ou la valeur de la société. peut-être un petit complément sur le prévisionnel parce que, effectivement, alors, le fait de faire un prévisionnel, ça paraît une évidence pour tout le monde, hein, ça, on est bien d'accord, on n'apprend rien à personne là-dessus.
Simplement, ce sur quoi nous, on veut insister, c'est le lien à faire le plus détaillé possible, hein, c'est ce qu'a dit Maurice, entre les éléments de ce prévisionnel d'origine et surtout qui va devoir vivre dans la suite du projet, avec la communication financière dont on parlait tout à l'heure, avec les investisseurs. Alors, généralement, souvent en tout cas, le lien, il est dès le départ avec le sujet de valorisation qu'a cité Maurice sur la fin, puisque quand on est dans ce genre de projet, on fait des valorisations généralement type DCF, c'est-à-dire basées sur des prévisionnels de flux futurs. Et ce prévisionnel DCF, où on valorise l'entreprise dans le futur avec ses flux futurs, immanquablement, il est construit sur la base du passage des milestones, en disant, bah, si je passe cette première étape, ce premier jalon, mon taux de risque, il peut diminuer, et ça me déclenche telle et telle conséquence sur mes flux, entrant-sortant. Étape suivante, réglementaire, technique, etc., commercial, comme l'a dit Maurice, ça me permet aussi de réduire mon taux de risque dans un étape 2, et là aussi de déclencher des choses, etc. Donc, ce prévisionnel qui sert à faire la valo de départ souvent ou à l'ajuster en cours de route, bien entendu, évidemment, c'est le même que celui qui doit guider notre exploitation. Donc, on ne fait pas deux exercices différents pour deux lecteurs différents. Si on fait ça, on se grille, et puis ça ne marche pas, évidemment, hein. Donc, c'est très important. Et du coup, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, l'alimentation du prévisionnel, par définition, elle va découler de toute l'organisation qu'on aura pu mettre en amont pour garantir la fiabilité de ce qu'on va y faire rentrer dans le mode vivant du prévisionnel. Ce prévisionnel, on l'a juste une fois, je sais pas, tous les trimestres, tous les 6 mois, une fois par an, peu importe. On va l'alimenter avec nos flux existants. Donc, on ne fait pas 3 fois le travail différemment ou pour des lecteurs différents. Sûrement pas. C'est une seule et même chaîne qui s'auto-alimente dans un cercle, on l'espère, vertueux. Parce que si on ne le fait pas, ce sont les risques qui sont cités sur la slide. On va mal cadencer dans le temps et dans le montant les tombées des besoins d'investissement. Donc, on va se retrouver avec des demandes qui ne seront pas satisfaites parce qu'on n'aura pas le temps et qu'on les aura mal présentées. On va mal assumer, ça c'est un cas général, le temps de la génération des revenus, et notamment dans les premières phases. Donc, on sous-estime le besoin de financement jusque-là et on est foutu. Les retards, alors ça, bon, je pense que tout le monde l'a vécu un petit peu dans la perception des revenus qu'on appelle entre guillemets aidés, subventions, remboursement de TVA, CIR, divers et variés, etc. Et puis on calibre mal, si on fait mal le boulot en amont, on va mal calibrer tous les budgets d'OPEX, dans les montants et dans le calendrier. Et surtout, la conclusion de tout ça, c'est qu'on va mal construire nos demandes de financement. Et là, on en revient à ce qu'on s'est dit sur la diapositive précédente, où si on construit mal la demande, qu'on sait mal l'expliquer, la quantifier et la présenter en communication, eh ben, on aura des refus ou des questions complémentaires qui vont faire perdre du temps, qui vont entamer un petit peu la crédibilité, le niveau de confiance, etc. Donc tout ça, c'est pas bon. Donc il faut, encore une fois, alimenter ce cercle vertueux entre tous les sujets qu'on vient d'évoquer pour à la fin, la finalité, et qui est celle de Médicène dans l'accompagnement sur la levée de fonds, c'est d'avoir de la clarté. Adrien l'a dit lui-même avant qu'on commence, ce qui compte, c'est d'avoir de la clarté, de la fiabilité, de la confiance avec le monde financier autour. Et si on ne fait pas tout ça, ou si on s'y prend mal, on va être mal embarqué et voilà, on va manquer de répondants en face, sachant qu'encore une fois, c'est pas tant les problématiques de fond, évidemment c'est important, que la communication qu'on en fait qui joue à la fin. Voilà. Pour aller dans tout ça et être un petit peu concret vis-à-vis de vous, même si, encore une fois, on aborde un petit peu des thèmes généraux qui demandent à être, par définition, un petit peu précisés dans le détail et puis, surtout, adaptés à chaque cas d'espèce, parce que il y a beaucoup de généralités qui sont valables pour l'ensemble, mais évidemment à adapter au cas d'espèce à chaque fois. Nous, on pense que les premières étapes pour s'organiser, alors, euh, on n'a pas fait forcément très attention dans le public présent aujourd'hui si on avait majoritairement des startups, des TPE, des PME ou des entreprises matures, mais bon, les principes généraux quand même restent valables, je pense, pour un grand nombre des présents. Euh, on assiste parce que c'est notre métier et puis parce qu'on y est confronté et qu'on en mesure les conséquences a posteriori, on assiste sur le besoin de créer rapidement des procédures financières. Alors, on se dit, ouais, je suis start-up, je m'inquiète de mes produits, de mes clients, de ma technique, de mon réglementaire. Évidemment, il n'y a pas de problème. Mais si on s'y prend trop tard pour créer les procédures financières, on va se confronter à tous les risques
et les risques qu'on a cités précédemment. Donc, ne tardez pas à mettre en place des procédures financières. Donc, il faut faire du lien entre les équipes de développement et les équipes admin finance. On a un peu tendance à considérer que c'est des étages différents. Ben non, parce que la finalité, c'est de fiabiliser nos données de gestion, les données de facturation client, etc. Donc, il faut créer un lien, à la fois humain, bien entendu, ça me regarde moins, mais aussi dans les outils de gestion entre toutes les fonctions et les services pour être fiable à la fin dans les données qui vont en sortir. Le deuxième point là-dessus, parce que encore une fois, c'est du vécu récurrent, c'est de mettre en place des procédures d'encadrement dans les dépenses. On a connu des entreprises importantes, de taille importante, où le flux de dépenses n'était pas géré au sens mal organisé pour des sommes très importantes. Résultat des courses, on ne maîtrise pas ses coûts, euh, on affecte mal dans les budgets, on est en difficulté pour faire du reporting, on est en difficulté lorsqu'il faut faire des dossiers de demande de subvention où on a justifié les dépenses. On n'a pas de workflow de validation de paiement. Résultat, ça part un peu dans tous les sens. C'est du vécu, et y compris sur des montants importants. Donc ça, nous, on préconise de se mettre tout de suite dans les bonnes pratiques sur l'encadrement des flux de dépenses. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pratiques, simples, qui permettent de structurer les choses. Des workflows de validation automatique qui font que la dépense, elle part d'un budget qui a été commandé quelque part et elle suit son workflow tranquille jusqu'à la validation des paiements. Une séparation des tâches qui est la meilleure garantie que ce soit traité de façon objective et sans trop de retard dans la chaîne. Ça, c'est des bonnes pratiques de procédure qu'on peut mettre en place rapidement avec des outils. On organise tous ces flux dans l'outil de gestion. Aujourd'hui, on va considérer évidemment qu'on ne peut pas faire sans des outils de gestion. Alors, sans parler de faire prendre SAP à tout le monde, mais on a des outils de gestion qui se calibrent très bien de la TPE jusqu'à la grande entreprise et dans lesquels on sait brancher et faire communiquer tout un tas de briques s'il faut pour aller intégrer et gérer ces flux. Aujourd'hui, c'est pratique, c'est dématérialisé, c'est gérable à distance, tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'il faut pour gérer de la TPE jusqu'au groupe, tous ces flux. Donc, on n'a pas d'excuse pour ne pas les mettre en place. On peut se doter d'un petit outil de pilotage de trésor type agrégateur de flux. Sur le marché, il y en a plusieurs et qui répondent aussi aux besoins étagé de la TPE jusqu'au groupe. Et ça permet de faire le lien avec la banque, les flux comptables, les flux de gestion, la validation des workflows. On sait intégrer tout ça. Aujourd'hui, c'est courant, donc ça existe. Donc, il ne faut pas perdre de temps pour les mettre en place. Et puis, évidemment, c'est un petit peu notre rôle aussi aujourd'hui, hein, mais c'est de prendre appui sur ces conseils. Vous avez tous des conseils généralement en propriété intellectuelle, en réglementaire, évidemment en technique. Bon, ben, pour cette partie finance, faites-vous aussi accompagner et aider par les conseils un petit peu habituels de type expert comptable, commissaire aux comptes si vous êtes concerné, l'avocat pourquoi pas, le banquier, etc. Ce sont des gens qui, par définition, sont au fait de la mise en place de ces procédures et surtout de leur maintien dans le temps et de leur vie. Ça, c'est important. Alors, en lien avec justement la bonne mise en place de ces outils de gestion, quel lien entre voilà, bien gérer sa trésorerie et sécuriser ses demandes de financement? Donc, en fait, quand on parle de financement non dilutif ou même de closing série A, série B, un facteur qui est systématiquement scruté par les financeurs, c'est la structuration financière du projet et en particulier la gouvernance de sa trésorerie. Donc c'est là qu'intervient la notion d'audit flash. Donc c'est pas vraiment un audit légal ou normatif, mais c'est vraiment donc une revue à 360 de la santé de votre cash. Donc quelle est l'origine des flux, la consommation par pôle, les essais cliniques, l'IP, l'équilibre entre le burn et les milestones. Donc là, il s'agit vraiment de démontrer que chaque euro consommé est traçable, justifiable et orienté vers la création de valeur. Donc ça, c'est particulièrement critique dans les dossiers CIR, C2I, BPI ou PIA, parce que l'administration ou les instructeurs exigent des temps passés détaillés, ça peut être des sous-traitants qui soient agréés, une documentation technique qui soit conforme aux critères d'éligibilité scientifique. Ensuite, donc le même niveau
d'exigences qui s'appliquent aux milestones contractuels négociés avec vos partenaires industriels ou financiers. Là, il faut pouvoir démontrer l'atteinte effective des jalons, une phase réglementaire franchie, le recrutement atteint, une autorisation obtenue, etc. Donc, l'audit flash, en fait, ça vous permet non seulement de sécuriser les décaissements à venir, mais surtout de crédibiliser l'ensemble de votre trajectoire financière. C'est vraiment, j'insiste, une preuve de maturité qui est très valorisée en comité d'investissement ou en comité de sélection publique. Positif sur ouais. Je me suis appuyé, c'est bon. Je vais faire. Alors, convaincre les investisseurs grâce à une discipline financière, en fait, cette slide, ça vise vraiment à faire le lien entre le pilotage de trésorerie et la stratégie de levée. Très concrètement, on pense souvent que ce qui convainc les investisseurs, c'est le potentiel scientifique, et c'est vrai. Mais ce qui finit par déclencher l'investissement, ça va être vraiment la perception de maîtrise. Concrètement, une biotech qui sait piloter son cash, elle est vraiment perçue comme plus solide, plus anticipatrice et plus fiable. Donc en fait, les investisseurs, ils vont être sensibles à 3 choses. Ça commence par un runway lisible, un mois de closing prévu dans 6 mois, avec seulement 5 mois de cash. On va perdre en pouvoir de négociation. À l'inverse, un porteur de projet qui démontre qu'il modélise son cash burn, voilà, qu'il ajuste ses priorités en fonction de ses milestones, qu'il sache présenter aussi plusieurs trajectoires, donc avec les différents scénarios dont on parlait tout à l'heure, il se positionne vraiment comme un dirigeant investissable, entre guillemets. Cette confiance, elle passe également aussi par une data room qui soit prête. Tout doit être disponible, structuré, vérifiable. C'est pas, enfin, typiquement, c'est pas au moment du closing qu'on commence à collecter les documents, sinon on s'en sort pas. Et enfin, alors votre capacité à anticiper, à recenser les besoins, ça c'est vraiment la clé de votre négo. Plus vous maîtrisez votre trésorerie, plus vous choisissez le moment de lever, et vous conservez donc un pouvoir de négociation fort, avec un signal fort. Vous ne levez pas dans l'urgence. Et ça, cette discipline, c'est vraiment perçu comme un gage de maturité par les investisseurs, et ça fait vraiment la différence. Alors, au-delà de tout ça, un petit dernier point important, il faut prendre beaucoup de recul, puisque les investisseurs, il faut garder à l'esprit qu'ils financent des milestones, ils ne financent pas des durées. Il faut être capable de se dire, avec cette levée, je finance le passage du préclinique au premier patient, ou le franchissement d'une IND, ou l'atteinte d'une preuve de concept. C'est pas simplement, je tiens 12 mois. Donc, il faut montrer que votre burn, il est connu, que votre runway, il est suffisant pour atteindre ces milestones. Et ça, c'est montrer que vous avez le contrôle et que vous êtes une entreprise investissable. Alors, une slide pratique, quelques erreurs fréquentes avec des solutions rapides pour illustrer justement donc, les écueils qu'on rencontre fréquemment dans les startups, health tech, même les plus prometteuses, hein. Alors, c'est rien d'irréversible, mais il vaut mieux corriger tôt que subir plus tard. Donc, parmi les plus fréquentes, donc, premièrement, la confusion entre charges comptables et les décaissements réels. Donc, c'est finalement, on vient faire la distinction entre la rentabilité d'un projet et la liquidité de son projet. Donc, un projet, il peut sembler rentable sur le papier, mais complètement déséquilibré en cash. Je vais prendre un petit exemple, un abonnement annuel qui soit payé en une fois sera ventilé en charge mensuelle, mais c'est bien un cash-out massif en début de période qui sera opéré, ou encore tout simplement un CIR qui est enregistré en produit d'exploit, mais qui finalement n'est pas encore reçu, parce que ça, je pense que vous le savez, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, ce qu'on peut préconiser, c'est mettre en place un suivi mensuel des décaissements réels avec un cash flow statement simplifié, ça suffit souvent.
Un petit point sur l'absence de suivi analytique. Euh, alors, typiquement, tout est agrégé en masse. On ne sait pas, par exemple, combien coûte le projet A par rapport au projet B. Alors que pour un financeur, c'est vraiment indispensable de savoir, de connaître euh, qu'est-ce qui consomme vraiment du cash dans le pipe. Je peux prendre un exemple concret d'une bibliothèque. Il y a une refonte, par exemple, d'un ancien projet qui n'a pas abouti. Certains coûts étaient reçus sur l'ancien code projet. Ils étaient réceptionnés sur le même code en retard. Donc finalement, à la fin, on ne savait plus quel projet consommait du cache. Et on peut vite perdre le contrôle de ce genre de choses. Et ça, j'insiste, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est pas simplement le financier. Ça va vraiment, c'est aussi entre les mains de l'opérationnel au quotidien, qui impute vraiment son code analytique par projet. Donc pour ça, pour éviter ce genre de problème, on peut utiliser un outil simple de ventilation analytique. Ça peut être de l'Excel, hein, tout simplement, ou un outil comptable avec des axes projets. Et aussi, important, ça on en parlait, Jean-Marc en parlait tout à l'heure, c'est allouer un référent finance ou chef de projet pour suivre justement ses dépenses de R&D. Voilà, qui est un responsable qui sache tenir à jour son fichier, utile pour le CIR ou un BPI, justement. Autre point, sur la priorisation des dépenses. On avance toutes les dépenses en espérant que des financements suivent. Alors que finalement, certaines peuvent être décalées dans le temps, ajustées ou annulées sans pour autant perdre de valeur. Donc, ce qu'on peut recommander, c'est instaurer un point mensuel de validation des dépenses avec la direction ou avec un comité restreint qui soit dédié à ce sujet, avec par exemple une revue des priorités à 3 mois, par exemple, on peut se dire. Euh, ensuite, une gouvernance floue. Si on n'a pas de référent clair avec un outil de suivi obsolète ou inexistant, ou pas de rituel de revue du cash, voilà, vraiment avoir cette culture d'entreprise de piloter son cash. Euh, donc, pour éviter ce genre de soucis, on peut s'approprier un outil de suivi facile par une personne désignée en interne. Alors, ça peut être en interne, mais ça peut être aussi désigner un tiers en externe qui sache gérer ce genre de problématique, comme on le disait tout à l'heure. Et enfin, le mot de la fin, c'est que la trésor ne doit pas être un stress, mais un réel outil de gouvernance proactif et anticipatif. C'est vraiment adopter une culture d'entreprise qui soit tournée justement vers le futur à 12 mois, euh, comme on disait tout à l'heure. Donc, bon, par souci de temps, on ne présentera pas de cas pratique réellement, hein, mais si vous êtes intéressé par un exemple, vous avez nos contacts en début de présentation pour développer ce point-là. On arrive Ah oui, effectivement, une Ouais. petite slide de conclusion, mais bon, pour finalement redire, puis je vois que l'heure a tourné comme d'habitude, donc on va s'arrêter là, mais simplement pour résumer que il faut bien, bien intégrer toutes ces problématiques et mettre en place des méthodes de gestion de tout ça le plus tôt possible, le plus en amont possible, et en intégrant vraiment cette problématique dans la problématique générale de la gestion de projet, pas seulement, enfin je veux dire au même niveau, ou en tout cas pas trop loin des niveaux techniques réglementaires qui vous occupent généralement. Et encore une fois, en partant du constat initial que cette brique est souvent la dernière roue du carrosse, pour pas dire parfois absente. Il n'y a pas la roue, il n'y a pas cette roue dans les projets qui sont présentés, notamment par exemple, je pense au Scan 360 qu'on fait avec Medicine, qui sont un moment de partage des projets hyper enrichissant pour le porteur de projet, pour les partenaires et réciproquement, et au cours desquels on s'aperçoit que cette brique, elle arrive à la fin s'il y a le temps dans la présentation, et puis s'il n'y a pas le temps, c'est pas grave. Alors que si, c'est grave. Donc voilà. Et puis, il y a un lien forcément aussi final avec le sujet et le projet mise en place de la levée de fonds, dans un premier temps, et puis après, évidemment, en cours de vie également. Voilà, on s'arrête parce que le temps a passé, et on est donc disponible à un moment pour le temps d'échange prévu par Adrien. Merci à tout le monde de l'attention, merci Maurice de la co-présentation, Merci à tous. et merci à Medicine pour la possibilité de créer ce genre d'échange.
Merci Jean-Marc, merci Maurice. Je reprends la main. Euh, Justement, pour passer à la partie questions-réponses, moi, je mettrais juste j'ajouterais deux petits points en fait à cette présentation en disant que voilà, Medicine en tant que pôle est là en fait pour vous accompagner en fait au quotidien sur effectivement votre levée de fonds via mon collègue David Petitot, que j'appelle gentiment Monsieur Levée de fonds, qui a je sais pas tout développé, mais un gros background dans la gestion de ces problématiques-là, de ces sujets-là. Donc, il peut accompagner nos adhérents là-dessus. On a bien évidemment nos référents, vos référents, qui sont là pour vous accompagner sur les sujets d'appel à projet. Comment regarder si tous les voyants sont ouverts. Et évidemment, on a les membres du club pour soit identifier les appels à projet ou même dans le cadre d'une levée de fonds, dont notamment Accor a fait partie, voir sur le sujet de la trésorerie, mais sur le sujet en fait finance plus généralement parlant, si les voyants aussi sont ouverts pour vous faire gagner du temps et vous éviter des problèmes quand vous allez chercher, en fait, rencontrer vos investisseurs. Alors, je vais partir maintenant sur les questions. J'en avais une de David. Une question que je me posais moi aussi. David pose, avez-vous des conseils d'outils de gestion pour les petites entreprises? Et moi, j'avais noté des outils clés en main, logiciels, templates. Donc, Jean-Marc, Maurice, est-ce que vous pourriez apporter des précisions là-dessus? Alors, Jean-Marc, ton micro est désactivé. Pardon, excusez-moi, Pas de j'ai pas vu. souci. Donc, oui, la réponse est alors oui, bien sûr. Alors, je fais une réponse un petit peu en deux étages, hein. C'est que, évidemment, les outils à mettre en place, par définition, vont dépendre de la taille de l'entreprise et des enjeux de son organisation. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai insisté exprès sur ce point. Aujourd'hui, on a des outils qui s'accommodent à tous les types d'organisations. Alors, très clairement, il y a de l'Excel dedans, ben oui, très bien, pas de problème, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis à partir du moment où on commence à avoir un peu de flux un petit peu plus volumineux, nous, rapidement, on pousse à ce qu'on intègre tout dans un outil de gestion. Donc, ERP, alors c'est parfois un grand mot, mais des outils de gestion dans lesquels vous gérez votre partie, on va dire, gestion co, donc CRM, c'est le cas échéant, c'est généralement le cas, et facturation, suivi des achats, analytique, important comme l'a évoqué Maurice, des outils de gestion de ce type, d'éditeurs de logiciels, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Il y a des gros du marché, il y a du EBP, il y a du Sage, il y a probablement d'autres auxquels je pense pas là tout de suite, peu importe. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, on a aussi quand même une famille de logiciels qui parfois sont un petit peu plus, on va dire, logiciels comptables, mais dans lesquels aujourd'hui on a des briques qui viennent s'y rajouter, soit internalisées, soit par briques type API, avec lesquelles on sait aller communiquer avec des briques extérieures pour intégrer, parce que je pense qu'à un moment, si on veut être efficace et fiable, il faut de l'intégration. Hein. C'est quand on commence à multiplier les sources qui ne communiquent pas entre elles qu'on a des problèmes de fiabilité. Donc, oui, pour les petites entreprises, il y a des outils très faciles. Je dirais que pour être très concret, que pour les TPE, il faut partir de l'outil comptable. Parce que c'est par définition l'outil comptable dans lequel on a tous les flux de gestion, et c'est avec ça qu'il faut les traduire en flux de trésor. Et là-dessus, il existe tout un tas d'outils simples, faciles, pratiques, intuitifs et peu chers qui permettent de gérer ce premier niveau. Lorsqu'on commence à avoir plus de flux, on va se tourner vers des outils de, de gestion type petit ERP ou ERP un peu plus gros selon les besoins, analytique, pas analytique, multisite, pas multisite, groupe, plusieurs sociétés, machin. Là, après, on sait cadencer et étager la réponse à la problématique. Mais là, aujourd'hui, franchement, tous les logiciels pardon, sont communicants. Il y a des API entre beaucoup de choses. Donc, on sait récupérer des flux facilement et les traiter et les faire parler et en sortir des reports assez facilement pour toutes les tailles. Bon. Justement, Jean-Marc, tu parlais d'outils peu chers pour les petites structures. Mhm. Là-dessus, et je suis content que tu sois là parce que moi, je connais absolument rien. Est-ce que tu Mhm. aurais sur quelques noms d'outils que tu vois fréquemment, que toi, tu dis, bon, bah voilà, ça c'est solide et c'est Mhm. au niveau du Mhm. besoin de l'entreprise jeune, Mhm. Mhm. nécessaire, suffisant. Mhm. Alors,
encore une fois, si on se place dans le cas particulier de la TPE, la startup qui démarre, jeune, où il n'y a pas énormément de flux, je pense, d'un côté vraiment pratique et efficacité, il faut démarrer avec le logiciel comptable, on va dire moderne du métier. Aujourd'hui, je vous en cite deux, trois si vous voulez. On a des logiciels comme MyUnisoft, qui sont aujourd'hui, enfin, qui est un logiciel qui a le mérite pour l'instant d'être français, qui gère la comptabilité et tous les flux de l'entreprise. On a notamment, par exemple, un compte bancaire associé éventuellement. Pour être équilibré sur l'aspect concurrentiel, on a du Penny Lane qui aujourd'hui fait à peu près la même chose, qui est américain, qui communique beaucoup, mais qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. L'intérêt de ce type de solution, c'est l'intégration euh, document comptable, flux de compta, puis trésor. Et quelque part, on part du socle comptable pour aller gérer ces flux de trésor. Donc là, tant qu'on est là, ça va. On peut venir y brancher sur ces deux solutions, par exemple, tu me demandes des exemples, hein, mais on peut venir y brancher par API ou par communication un petit peu moins directe, mais qui fonctionne, des briques à côté de logiciels de gestion de la facturation, clients, fournisseurs, du Dext, du Use, qui permettent de gérer tout son flux fournisseur avec des circuits de validation, etc. J'en ai d'autres, mais je ne vais pas vous en citer 50. Et ensuite, si on fait le niveau tout de suite supérieur, on peut aller chercher un petit Sage, un Sage 100. On trouve un bon intégrateur, ça se passe très bien, c'est fiable, c'est robuste, c'est évidemment des gros du marché. Donc, on sait faire fonctionner ça du moment qu'on a un bon intégrateur, il n'y a pas de problème et ça communique avec tout un tas de choses. On peut aller chercher un EBP si on a envie aussi, ça reste encore pour l'instant, on verra pour la suite, mais des solutions abordables et assez simples. Bon, puis après, on peut avoir de temps en temps des logiciels de gestion un petit peu plus métier, où là, bon, il y aura peut-être un peu plus de spécifiques, mais qui de toute façon aujourd'hui vont communiquer avec le réceptacle un petit peu final pour faire la gestion de trésor. On a des outils un petit peu plus, j'allais dire, gros volume, disons, pour gérer des flux de trésor, version prévision, gros volume. Je vous en cite deux, trois parce que c'est les principaux qu'on voit, notamment dans les grandes entreprises ou dans les groupes, du Agicap, du XRT, du Kiriba. Ça, c'est la famille de ce qu'on appelle les agrégateurs de flux. Bon, là, il y a un coût, donc il faut avoir un petit peu plus de volume à gérer. Et là, ça veut dire qu'on est dans une problématique d'intégration de ces outils avec de l'ERP et de l'organisation dans les services. Bon, voilà, donc on peut graduer très facilement la mise en place d'outils et les faire communiquer tous ensemble. Sans perdre de vue, je réinsiste une dernière fois, la mise en place de processus et d'organisation de la partie finance en amont. Super. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour toutes ces références. Je vais, je continue de regarder si d'autres personnes ne posent pas de questions. Si c'est pas le cas, moi, je vais en profiter pour poser une petite question. Alors, vous avez déjà donné un élément de réponse, mais j'aimerais bien revenir là-dessus. C'est sur la fréquence de mise à jour du prévisionnel de trésorerie. Rapidement, je crois que vous avez parlé de parfois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, etc. Pour une petite structure qui est dans le cadre d'une levée de fonds, en préparation d'une levée de fonds ou qui a déjà fait une levée de fonds, dans ces deux cas-là, Mhm. Mhm. c'est quoi la fréquence? Justement, pour discuter, pour échanger avec ces parties prenantes. Alors, ma réponse, c'est que pour l'interne, pour les besoins internes, c'est le minimum, c'est tous les mois. On peut pas le faire à une fréquence plus, enfin, comment dire, plus large que ça. Ça, c'est pour l'interne. Et du coup, soit on part du principe que puisque je le fais pour moi, je vais le communiquer à mes parties prenantes au même rythme, et puis ça va bien à tout le monde. Et puis si on a envie de communiquer un trimestriel, là aussi pour moi, on peut difficilement faire moins quand même, quoi. Hmm. Donc un prévisionnel ajusté ou un suivi du réalisé versus prévisionnel qui serait, bon, tous les 6 mois, ça me paraîtrait, moi, un petit peu long. Donc le trimestre, en termes de communication extérieure, le trimestre me paraîtrait correct parce que de mois en mois, on a vite fait d'avoir un décalage d'un encaissement-décaissement d'un mois sur l'autre. Ça peut faire une variation d'un mois sur l'autre rapidement. Le trimestre, ça lisse quand même, mais pas moins. Mais par contre, pour le besoin pour l'interne, il faut avoir un suivi mensuel. Et encore une fois, avec les outils et l'organisation, c'est vite, comment dire, processé et ritualisé assez facilement.
Bah, écoute, je crois que le mot de la fin sera anticipation. Donc, Formidable. voilà, je vous remercie tous les deux à nouveau pour cette présentation. Celle-ci, en fait, s'arrête pour aujourd'hui, mais peut continuer si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, effectivement, moi, je vous enverrai cet après-midi le PPT et les contacts de Maurice et de Jean-Marc. Donc, vous pouvez reboucler avec eux, demander un échange. Adhérents médecins, vous avez le droit à vos golden tickets, rendez-vous d'expertise gratuit, utilisez-les avec Acora notamment. Donc, vous pourrez recontacter Jean-Marc et Maurice. Et pour tout adhérent Médicène qui a d'autres besoins, mise en relation, appel à projet, n'hésitez pas à contacter votre référent. Et moi, je reste présent pour répondre à vos questions sur les actions de Médicène. Je vais vous souhaiter bon appétit à tous, une très bonne journée et un bon mois de juillet. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.